Et c'est vrai que l'intelligence humaine fait qu'on peut, par rapport aux autres, se rendre compte et accepter le fait qu'on n'est pas comme eux. Et que aller jusqu'au bout, c'est aussi une forme d'intelligence tout en étant dans les derniers. Sois le bienvenu. Aujourd'hui, j'ai la joie de te présenter la discussion que j'ai eue avec Hugo, qui était mon élève il y a 2 ans en classe préparatoire ECS. S'il y a bien un de mes anciens élèves dont je ne doute absolument pas de la réussite, c'est bien Hugo. Et pourtant, Hugo était dernier de sa classe, et notamment en mathématiques. Paradoxal, pourrait-on penser, avant de se souvenir que les performances dissertatives ou calculatoires ne sont pas tout, et que les instruments de mesure académiques sont très loin d'être adaptés à toutes les formes d'intelligence. Ainsi, si Hugo n'a pas brillé par ses capacités en mathématiques, l'intelligence dont il a fait preuve dans son parcours est remarquable. Ce parcours, il le raconte avec beaucoup de maturité et avec beaucoup d'humour dans cette émission. Enfin, je t'invite à utiliser les repères temporels que j'ai mis à ta disposition dans la description si tu n'as pas l'opportunité d'écouter cette discussion en intégralité. En espérant que cette émission te plaise autant que moi, je te souhaite une bonne écoute. Bon écoutez, on va commencer par la question la plus simple que je pose à tout le monde. C'est à quel moment dans votre scolarité vous avez entendu parler de classe prépa ? Moi, ça a été en terminale, je pense. J'avais jamais entendu parler de la classe prépa avant ça. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Et c'est, je crois, un professeur qui m'en a parlé. Mais alors au début, j'avais aucune idée de ce que c'était, de la charge de travail que ça nécessitait. Et on m'a juste dit, si tu veux viser les meilleures écoles de commerce, passe par une classe préparatoire et ça devrait t'ouvrir le plus de portes possible. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que j'essaye de me lancer là-dedans. Et est-ce que votre lycée préparait activement aux classes préparatoires ? C'est-à-dire, quelle était la proportion de l'effectif de terminale qui allait rentrer en classe préparatoire ? C'était quelque chose de très commun, de marginal ? Ah, pas du tout. Là, si, je crois que, honnêtement, je pense que on était sur une classe de 30, 35. Je pense qu'on était 2 à rentrer en classe prépa. Et pourtant, c'était un très bon lycée de Valence. Mais bon, ça reste Valence, ça reste la province. Et rien à voir avec des lycées de grandes villes comme Lyon. Mais oui, je crois que même la plupart des professeurs savaient ce que c'était, mais savaient pas vraiment l'expliquer, quoi. Ah, c'est super intéressant. C'est vraiment un contexte très différent Sorti nulle part. de la plupart des gens. Mais c'est vrai que je me rends compte en parlant aux différents élèves qu'il y en a qui sortent de lycée où clairement il y a les 2 tiers de la classe qui font soit prépa, soit médecine, enfin des trucs de fou, quoi. Et donc du coup, ils font déjà du programme, ils apprennent déjà à rédiger et tout. Et puis il y en a, effectivement, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que les profs, ils savent à peine ce que c'est. Et puis ils orientent de toute façon 1 ou 2 étudiants, c'est un peu vas-y, pars à l'aventure, moi je m'occupe plus de rien, quoi. C'est ça. Donc je vous demande pas si vous avez préparé votre rentrée en classe préparatoire ? Ben, j'ai vu certains mails, j'ai fait ce que je pouvais, mais c'est vrai que j'ai vu le nombre de livres qu'il fallait acheter, le nombre de livres à lire, je me suis dit, mais où est-ce que je vais déjà? Et si, j'ai fait un tout petit peu, j'ai dû lire, il devait, honnêtement, mais j'ai su après coup que voilà, personne n'arrive à tout lire, c'est impossible, sauf peut-être Flore. Mais sinon c'est très très dur, j'avais dû lire, allez, 2, 3 livres sur 10. Donc bon, j'étais préparé à 30%, quoi. C'est déjà mieux que rien. Et encore, on pourrait pousser même encore plus, parce que ils disent qu'il faut lire 10 livres, mais il faut pas les lire comme on lit un roman. Normalement, il faudrait prendre des notes et tout ça. Mais ça, si on vous le dit pas, vous pouvez pas savoir non plus. Donc, le passage le plus croustillant, ça risque d'être justement les premières semaines alors en classe préparatoire. Vous arrivez vraiment dans un état de relaxation absolue. Comment ça se passe ces premières semaines ? Bah en fait, moi déjà de nature, je suis quelqu'un qui il en faut pour me stresser. Du coup, on arrive d'un lycée où sans forcer, on est top 3. Jamais premier parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est un petit génie, mais top 3 facilement, quoi, sans forcer, alors qu'il y en a qui forcent et qui en disent. Puis on se dit que voilà, la vie, on a à chaque fois qu'il y a une épreuve, on se dit bon, bah, jusque là, je m'en sors tout le temps sans trop réviser, donc finalement, je vais continuer comme ça. Et on comprend pas tout de suite au début. Moi, je faisais des séances de sport en sortant de cours, j'allais jouer au foot. Je me disais même que c'était sympa parce que l'internat, bon, tout est à côté, quoi. On a les potes et puis on a les cours. Et en fait, un mois après, on se rend compte que, et malheureusement, un mois, ça commence à faire beaucoup déjà de lacunes accumulées. On se rend compte que, bah ouais, la première note où on finit dernier, bah c'était pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose qui va se répéter plusieurs fois. Et que, ouais, il faut s'y mettre et qu'on va complètement changer de mode de vie et de mode de travail. Et moi, après, voilà, je sais que j'ai eu mon déclic pendant les vacances de la Toussaint. Je suis rentré le dernier week-end en ayant travaillé pendant les vacances, mais en n'ayant pas fait ce que j'aurais dû faire en tant que préparationnaire.
Et le dimanche soir, pour le lundi, même pour toute la semaine qui arrivait, je me suis rendu compte de la masse de travail que j'avais. Et c'est là où je me suis senti, pour une fois, vraiment submergé. Et je me suis dit, ah voilà, c'est chaud, il faut vraiment que je me bouge et que j'arrête tout ça. Et c'est là où j'ai vraiment changé. Alors j'ai deux questions un peu parallèles qui partent dans deux directions. Est-ce que vous estimez que à la sortie de votre terminale, vous aviez des lacunes? Oui, mais c'était des lacunes où j'étais assez intelligent pour les masquer avec du travail. Par exemple, avec du recul, je sais très bien que j'aurais pas dû choisir ECS par rapport aux maths, que ECE par exemple m'aurait bien plus, enfin aurait été plus approprié au vu de mes lacunes et de mes connaissances, enfin de mes facilités. Et c'est vrai qu'en maths, je pense que je faisais confiance au prof. On me disait, t'as cette formule, elle s'applique à tel endroit, tu remplaces ça par ça. Et avec du travail, on refait l'exercice 3 fois, puis c'est toujours la même chose, ça marche très bien. Et je m'en suis sorti au bac avec 16. Alors que je pense que, mais c'était inconscient, parce qu'à ce moment-là, je pensais que c'était partout pareil. Mais à ce moment-là, j'aurais dû déjà comprendre que j'avais des lacunes en maths. Je me rappelle, une fois ou deux, on a sorti une démonstration en cours, alors j'ai rien compris. Alors rien du tout. Et je me serais jamais dit que plus tard, ouais, ça me servirait, enfin, surtout en prépa, que j'aurais besoin de comprendre tout ça pour savoir de quoi je parlais. Et c'est là où je me suis rendu compte que je savais faire des maths, mais des maths vraiment superficielles. C'est extrêmement difficile de vous en vouloir parce que c'est un peu le grand mensonge, si vous voulez. Justement, dans ces lycées, je vais distinguer deux types de lycées. Il y a ceux qui préparent aux classes préparatoires, donc dont les exigences sont largement supérieures à celles du bac, et qui vous donnent justement cette compréhension des maths, etc. Et d'autres où le but, c'est de maximiser le taux de réussite au bac, auquel cas, il suffit de vous faire bachoter. C'est exactement ce que vous décrivez là. C'est vous répéter des exercices jusqu'à savoir les faire, mais comprendre vraiment ce qu'il y a dessous, effectivement. Ça m'étonne pas du tout cette sensation de se dire qu'est-ce que c'est qu'une démonstration, qu'est-ce qui se passe. Je crois dans un des meilleurs lycées de Valence, ils avaient 99-98% de réussite au bac, mais pour autant, ils préparaient pas spécialement aux grandes études, on va dire, derrière. Et donc du coup, l'autre question parallèle qui découle de ce que vous venez de dire, c'est donc du coup vous prenez quelques tôles, j'allais dire mérité, quelques tôles justifiées. Alors, vous prenez quelques tôles, donc vous dites que à la Toussaint, voilà, vous vous dites là va falloir faire quelque chose. Cela dit, les résultats ne viennent pas tout de suite, clairement pas. Donc comment vous abordez ça, enfin sachant vous vous y mettez, mais vous voyez que clairement c'est pas parce que vous y mettez que vous allez passer de la 35e place à la 15e, quoi. Ça se passe pas comme ça. Ah, ça c'est sûr. Bah moi, personnellement, je sais que tout ce qui se passe, comme vous l'avez dit, c'est entre guillemets mérité. Et je sais que ce retard, si moi je l'ai accumulé et que d'autres l'ont pas fait, bah tant mieux pour eux, c'est pour ça qu'ils sont devant. Donc je me suis dit, en fait, le plus dur, et c'est ce que je pense que je reviendrai à dire peut-être dans les questions qui vont venir, c'est en prépa, le plus dur, c'est accepter sa position. Une fois, parce que celui qui, pour moi, va rester dans les derniers, il va se dire, ah c'est dur, il faut que je m'accroche, mais j'ai l'impression que je suis toujours nul, il va pas y arriver, en fait, parce qu'il va pas accepter la place où il est et pourquoi il en est arrivé là. Et c'est en acceptant, moi, c'est ce qui a été, honnêtement, c'est facile à dire, mais ça a été le plus dur à faire. Accepter que pour une fois dans notre vie, on va devoir bosser, même en bossant, on est dernier. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ok, bah, t'as pris un mois de retard. Pas vraiment de retard complet, parce que voilà, j'avais quand même bien suivi les cours, j'apprenais, mais pas autant que ce que j'aurais dû faire. Et c'est là où je me suis dit, bah, maintenant, il faut que ce mois, tu travailles 2 fois plus que les autres pour essayer de rattraper. Et puis, on verra bien où ça mènera. Je m'attendais pas forcément à trouver un top 10, voire la moitié de classe. Mais au moins, me remettre à niveau, c'était l'essentiel. Est-ce que vous avez eu des appréhensions pour le passage en deuxième année? Ah oui, moi j'ai eu chaud quand même, parce que il y avait 3-4 élèves selon les classes qui pouvaient se faire sortir. Je me disais, bah ouais, je suis pas à l'abri, ma place elle est pas assurée. Mais je me disais, bah faut tout donner jusqu'au bout, parce qu'au pire, si je me fais sortir, ben le pire pour moi c'était de sortir avec des regrets. Si je me fais sortir et que je sais que je suis allé au bout, c'est juste que c'était pas fait pour moi. Et aujourd'hui, et maintenant en plus avec le recul que j'ai en école de commerce et tout ça, je vois tous les parcours, les admissions parallèles qu'on peut faire. Et voilà, j'aurais pris une autre voie pour arriver plus ou moins au même résultat. Mais ouais, j'ai la fin de première année a été tendue, c'était pas gagné. Et donc, du coup, vous arrivez à cette fin de première année aux vacances d'été. Alors, est-ce que cette fois, vous êtes dit, je vais rentabiliser mes 2 mois, ou vous avez fait un peu comme l'année dernière, vous vous êtes dit, il va falloir me reposer parce que j'ai quand même bien charbonné? Alors là, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit déjà quand j'ai vu que je passais en deuxième année que j'accepterais pas de commencer l'année comme j'ai commencé à la première et que j'allais dès le début m'y mettre à fond. Qu'effectivement en maths il fallait surtout les maths, parce que je savais que mes plus grosses lacunes et vu le coef tout partait de là.
Je me suis dit, j'ai révisé tous mes chapitres de maths les 3 dernières semaines d'août. Et peut-être qu'avec du recul, j'aurais dû faire plus, mais encore une fois, je pense que c'est un équilibre à trouver entre l'année où on a été dernier, on a quand même bossé pour garder à peu près la tête hors de l'eau. Et je pense qu'il était important pour moi de prendre au moins un gros mois de vacances. Parce que, comme j'expliquais, l'essentiel aussi, c'est tenir. Parce que gagner des places, c'est très bien, mais gagner 10 places pour arrêter 3 mois après, ça sert à rien. Donc voilà, moi j'ai pris mon mois, même un mois, une semaine de vacances. Et les 3 dernières semaines, j'étais pas à fond, mais tous les jours, j'avais au moins une demi-journée où je reprenais essentiellement les maths. Et voilà, je suis arrivé à l'année en sachant, en ayant à peu près revu tout ce dont on avait parlé en maths. Mais malheureusement, les lacunes, ça se comble pas comme ça, quoi. Non, ça me paraît très sage parce que, comme vous le dites très bien, c'est une question d'équilibre et vous pouvez pas, je veux dire, même si vous êtes fort mentalement, qu'il en faut beaucoup pour vous stresser, vous devez savoir inconsciemment ce que c'est de creuser votre propre trou et vous savez très bien ce qui se serait passé si vous aviez travaillé comme un fou pendant 2 mois, quoi. Vous auriez pété un plomb à C'est la souvent deuxième année. les parents aussi qui me disaient pourquoi tu bosses pas plus, parce que quand ils voyaient des fois que je m'arrêtais, alors que c'est vrai que après c'est propre à chacun et ça c'est vraiment le message que je faisais passer la dernière fois, c'est vraiment pour moi quelqu'un qui réussit sa prépa, c'est aussi quelqu'un qui apprend à se connaître vraiment et qui apprend à connaître ses limites, jusqu'où il peut aller sans forcément être carbonisé avant la fin du sprint. Je vois, je pense à Anouk qui enchaînait des fois, je partais en abbaye avec elle des journées de 10 heures de boulot. Mais c'était 10 heures non-stop, où il n'y avait pas une pause. Et moi, au bout de 8, j'étais 8 non-stop, j'étais obligé d'arrêter. Et c'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit, mais si elle peut le faire, toi, tu peux le faire aussi. Et en fait, au final, je me suis dit que si je le faisais, ben, je prends du retard pour les heures de travail le lendemain. Et au final, en fait, mon équilibre, il est totalement détruit et j'arrive plus à rien. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment la notion centrale. Ça rejoint ce que vous disiez sur accepter sa position dans la classe, c'est aussi accepter ses propres capacités, que ce soit psychologique ou même physique ou intellectuelle, etc. C'est très juste. Ouais, donc du coup, alors, on va essayer de parler de l'état d'esprit quand vous rentrez en deuxième année, parce que cette fois, vous savez très bien qu'il n'y aura pas de problème pour passer en deuxième année, que ça y est, vous êtes dans l'année du concours, que l'année va être bien plus courte que l'année précédente, puisque l'année précédente, elle dure 9, 10 mois, alors que la deuxième année, au bout de 6 mois, vous êtes quasiment déjà en révision. Comment vous abordez cette deuxième année? Est-ce que vous êtes toujours dans l'optique de gagner des places? Est-ce que vous êtes dans l'optique de progresser? Est-ce que vous avez complètement abandonné cette idée de classement? Vous êtes complètement orienté vers le concours? Comment ça se passe quand vous rentrez en deuxième année? Alors, en début d'année, je me dis que c'est un peu une nouvelle année, tout est à refaire. Malgré ce qui s'est passé l'année d'avant, je me dis que en arrivant, en ayant révisé, en s'y mettant dès le début, il n'y a pas de raison que ça change pas. Je me disais tout le temps, en partie de rien, en fait, on peut que monter. Malheureusement, je suis pas monté, mais enfin, je suis monté, mais les autres sont montés aussi. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et c'est vrai que je me suis dit au début, je vais essayer de gagner des places, parce qu'au moral, ça fait toujours du bien. Mais à ce moment-là, je m'étais accepté à moitié, on va dire. J'avais accepté le fait d'être dans les dernières classes, qu'il fallait que je travaille peut-être plus que les autres pour arriver au même niveau, mais j'avais pas encore accepté de rester à cette position. Et donc, effectivement, j'envisageais encore de gagner des places. Et donc oui, je me disais aussi, c'est un nouveau départ au niveau des professeurs. Je sais que j'ai eu 2 professeurs de maths entre la première et la deuxième année qui avaient une pédagogie, on va dire, qui était pour moi complètement différente. Et j'avais eu beaucoup de mal. J'avais eu un petit peu de mal avec la première. Alors on a toujours plus de mal quand on réussit pas dans la matière, ça c'est évident. Mais et je me disais que voilà, c'était un nouveau départ pour cette matière essentiellement qui était la plus dure pour moi. Et voilà, je crois que c'est tout. J'étais dans l'optique vraiment de gagner des places, mais toujours avec cette lucidité de me dire faut que je tienne jusqu'au bout. Si je suis arrivé jusque là, ça sert à rien d'arrêter dans 2 mois, quoi. Vous pouvez dire ce que vous avez envie de dire, mais je vais vous lancer sur cet angle-là. Je veux dire, comment vous avez envisagé vos rapports, alors on va dire avec moi, par exemple, en deuxième année, sachant que vous savez que vous êtes perçu comme le dernier de la classe en mathématiques. L'essentiel pour moi, c'est sûr qu'avec un petit peu de recul, on se dit que c'est pas possible qu'un prof ne puisse pas, entre guillemets, nous voir à cause des notes. Je veux dire, sinon le prof n'a rien à faire ici. Du coup, moi, tout ce que je me disais, c'est que c'était montrer l'envie, c'était la chose la plus importante, et l'implication. Parce que je me disais aussi, j'étais conscient que tout le monde est capable de voir l'implication d'un élève, et que si à un moment il essaye et qu'il n'y arrive pas, c'est pas de sa faute. Donc c'est là où il faut trouver après les méthodes pour limiter la casse, entre guillemets. Et voilà, moi je suis vraiment rentré dans cette optique. Je me disais, quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais montrer que
que j'en veux. Même si je réponds à des questions classiques en classe, au moins je suis là, je parle, et puis voilà quoi. Je pense que c'est très bien et ça fera beaucoup de bien à entendre à tous les gens qui seront dans votre cas, parce qu'il y a toujours cette peur de se dire je suis pas légitime, par exemple, pour poser des questions, pour demander des conseils, parce que je suis dernier, et donc celui qui est 15e, machin, il mérite beaucoup plus que moi, vous voyez, c'est vraiment un discours que j'entends énormément, ou même le prof doit se dire, je sais pas, il est nul, il travaille pas, donc j'ai pas droit à la parole, quoi. Vous diriez quoi à ce genre de personne? Ben justement, moi je me positionne pas comme celui qui levait tout le temps la main. Je posais des questions effectivement, mais là aussi où c'est sûr qu'on pense toujours aux autres, c'est peut-être bête, mais effectivement, je me sentais pas légitime à tout le temps lever la main. Et ce que je faisais à peu près moitié-moitié. Quand je sentais que ma question pouvait vraiment aider tout le monde, et pas que moi, je posais la question devant toute la classe, quitte à ce qu'on perde 5 minutes d'explication. Et quand je savais pertinemment, parce que des fois on le sait, c'est tout, allez, 3/4 des gens le savent. Et moi, c'est un rappel que je devrais savoir, mais j'ai oublié. Ça, j'attendais le soir, je me la notais, puis j'allais demander. Moi, je m'entendais bien avec tout le monde. Du coup, j'allais demander à quelqu'un qui était bon dans la matière. Et puis au final, on répondait à toutes mes questions. Mais voilà, c'est vrai que dans ma tête, je faisais un petit peu le tri entre ce qui pouvait être intéressant pour tout le monde et qui ferait pas trop perdre de temps, et le reste où moi je pouvais me débrouiller seul et j'avais pas besoin de demander en plein milieu de la classe quoi. Ah, ça paraît super sain, ça paraît super sain. Je vais vous poser une question avant de parler du groupe des bonbons. C'est quand on est dernier de classe et qu'on sent que les lacunes se multiplient, on peut se sentir complètement submergé sous la masse des choses qu'on ne connaît pas et à ne même plus savoir où en donner de la tête en se disant, bah, de toute façon, il faudrait que je travaille l'analyse, il faudrait que je travaille la proba, il faudrait que je travaille l'algèbre puisque j'ai un point faible en tout, en fait. Point faible, tout. Et donc, est-ce que vous avez déjà cette approche de se dire, je vais sélectionner ce qui me semble être accessible pour moi? Parce que vous voyez, il y a des élèves dans votre place, en fait, qui s'enterrent tout seuls en se disant, il faut que je sache tout, mais est-ce que vous aviez déjà commencé à vous dire, bon, ça c'est pour moi, je pense pouvoir être capable, ça, a priori, ça va pas être possible. Est-ce que vous aviez déjà cette démarche-là ou pas du tout? Ben alors je sais plus si c'est quand les bonbons ont été créés que du coup avec vous ce que vous nous disiez que j'ai commencé à réfléchir comme ça, mais dès le début de l'année vous nous disiez, enfin moi je me rappelle, vous nous disiez tout le temps il vaut mieux savoir 80% des 12 premiers chapitres que 60% de tout, voire 50% de tout. Et c'est de là où je me disais, en fait, il faut que, enfin, vous nous répétiez tout le temps que les bases, tout le monde devait les maîtriser. Et je me disais, il faut que je prenne les probas. Mais voilà, tout ce qu'on a appris le plus simple, je dois maîtriser. Et je cherchais pas à aller plus loin. Et en fait, je reprenais un petit peu les débuts des probas, de l'algèbre, tout ça. Et je me disais, voilà, quitte à maîtriser ce que les autres dans la classe maîtrisent depuis 2 mois déjà, c'est pas grave. Mais il faut bien commencer par quelque part. Et je me disais, c'est vrai que si je maîtrise pas le début, je risque pas de maîtriser la suite. Et voilà, je commençais comme ça. Ça revient toujours au même, d'accepter sa position et de se dire au bout d'un moment, faut pas péter plus que son papa bidouba. Moi, personnellement, je pense que être en prépa, il y a 2 formes d'intelligence. Il y a l'intelligence, je veux dire, académique et l'intelligence humaine. Je pense que pour réussir une prépa, il faut les deux. Et c'est vrai que l'intelligence humaine fait que on peut, par rapport aux autres, se rendre compte et accepter le fait qu'on n'est pas comme eux et que aller jusqu'au bout, c'est aussi une forme d'intelligence tout en étant dans les derniers. Et c'est ce que beaucoup, pour moi, je me sens pas totalement légitime parce que j'ai encore que 21 ans, mais pour être passé par là, je pense que c'est ce que beaucoup n'ont pas compris et c'est pourquoi ils arrêtent avant la fin. Non, c'est vraiment très juste, hein. C'est très très juste. Mais vous savez, votre intervention avait quand même été très appréciée hein, dans la classe cette On m'en avait année-là. parlé, oui. Et par des gens qui, clairement, académiquement, étaient 10 fois meilleurs que vous. Hein. Mais justement, cette deuxième forme d'intelligence dont vous parlez, celle qui vous permet d'organiser des soirées à 900 personnes, il n'y a pas que les dissertes de philo, mais ça fait du bien aussi. Je pense que ça donnera un peu un bol d'air à tous les gens qui se sentent submergés par les formes quadratiques, les je sais pas quoi, les trucs qui sont déjà bien loin. Alors du coup, on va revenir sur cet épisode croustillant des bonbons. Donc, la cadence en deuxième année ne faiblit pas, les chapitres s'accumulent jusqu'au moment où voilà, vous prenez quand même la décision de venir me voir en me disant bon là, ça commence à faire pas mal de retard quoi. C'est parce que vous m'aviez dit, quand ça va plus, on était arrivé, il me semble, à 13 ou au 14e chapitre, et j'étais venu vous voir, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'année, j'avais compris que c'était, enfin, comme tout professeur, mais là, pour m'aider vraiment. Et du coup, j'étais venu vous voir pour vous expliquer qu'effectivement, tout s'accumulait, mais qu'on avançait plus vite que ce que j'ai rattrapé. Donc au bout d'un moment, ça commence à faire lourd, et c'est vrai qu'on se dit, bah, on va être complètement perdu, il faut que ça s'arrête. Et vous m'aviez dit, pour vous,
apprendre et savoir à 80% les 14 premiers chapitres, ce sera suffisant. Parce que j'avais eu aussi, c'est ça aussi s'accepter, ça a la lucidité de se dire, ok, j'avais préparé en début d'année, je m'étais dit peut-être un top 3 éventuellement, et au final mettre totalement une croix dessus, c'est-à-dire 0% de chance de l'intégrer. Et c'est pas l'essentiel, c'est pas grave. Et c'est vrai que sachant ça, et sachant que vous me disiez pour un top 5, 80% des 14 premiers chapitres peuvent suffire, et que vous m'aviez dit quand ça va plus, venez me voir, bah en fait je suis venu le lendemain, tout simplement. Je suis venu le lendemain, et oui, en fait pour moi c'était une sorte de délivrance, parce que j'avais l'impression d'être arrivé au bout du parcours et de me dire en fait enfin je vais pouvoir apprendre sans en ajouter plus. Et au final, je pense que, enfin, moi, personnellement, je pense que le groupe des bonbons et cette méthode de travail m'a sauvé. Ça a sauvé la fin de mon année. Parce que c'est vrai que quand je vois en plus ce qui est tombé au concours, bah, ça aurait été stupide d'essayer tant bien que mal d'apprendre le reste, sachant que j'avais du mal déjà avec les bases. Donc, ça a été pour moi un soulagement. Et c'est là où vraiment j'ai pu travailler de manière déjà sereine, mais en plus en sachant et en comprenant bien ce que je faisais et où j'allais. Comment vous abordez les concours tout en sachant que voilà, qu'en mathématiques vous maîtrisez 60% du programme, qu'en culture vous maîtrisez 70% du programme, etc. Comment vous arrivez à trouver un état d'esprit qui vous permette de vous dire je vais tout casser, sachant très bien que le mec à côté, ça se trouve, oui, il a étudié tous les chapitres et tout. Comment vous rentrez là-dedans, hein? Moi, le plus important dès le début, déjà, quand c'est le flou, entre guillemets, dans les connaissances, c'était de m'organiser. Il fallait que je sache ce que je devais faire, à quel moment. Je savais évidemment, mais même pour les autres, les maths prenaient une place très importante dans les révisions. C'était souvent la matière la plus révisée. Et moi, voilà, je savais ça. En tout cas, il fallait que tous les jours, parce que c'est là où je peux pas lâcher un seul jour, tous les jours, je devais réviser les maths bien plus que les autres matières. Et ensuite, je faisais souvent par rapport en fait, à mon pourcentage de connaissances dans chaque matière. Celle, par exemple, où la philo, je savais que dès la fin d'année, j'avais eu le dernier devoir où j'étais arrivé à 13. Je pense que j'avais fini 5e de classe. Et ça faisait plusieurs fois que je montais. Je savais que je maîtrisais. Donc, je m'étais dit, je continue de le réviser, surtout pas le laisser de côté parce qu'on a tendance à vite oublier. Mais petite piqûre de rappel sans trop, je me suis pas dit, je vais faire tous les sujets du monde à tourner sans cesse pour avoir tout vu. Je me disais juste, si les 3-4 derniers DS j'ai bien réussi, alors je fais mes piqûres de rappel pour savoir mes auteurs, mes analyses, et je devrais m'en sortir. Donc c'était vraiment petit. Ça devait être l'espace d'une demi-heure peut-être chaque jour, ce qui est rien du tout, sachant que certains, des fois, ils passaient 2 heures. Et je m'en sors avec 16 à HEC et 14 à l'EM, ça a été mes meilleures notes. Mais par contre, voilà, donc dans un premier temps, mes révisions, c'était s'organiser. Donc voilà, que ce soit bien clair dans ma tête. Et ensuite, il y avait cette problématique du confinement qui faisait que les concours ont été décalés. Au final, on a eu 3 ou 4 mois, je pense, de décalage. Et c'est vrai que j'étais toujours dans cette optique de tenir jusqu'au bout et de pas me cramer trop vite. Et donc on va dire que moi j'ai attaqué déjà pour moi c'était presque une chance parce que je me disais je vais pouvoir rattraper tout ce que j'avais toutes mes lacunes, mais d'un autre côté je me disais les autres ils ont le temps de voir encore plus que moi. Mais bon, je me disais de toute façon c'est encore une fois la même chose, accepter la situation et partir. Le plus important pour moi c'était partir sans regret. Donc je me disais je fais ce que je peux jusqu'au bout et puis voilà. Donc au début j'étais plutôt sur un rythme assez tranquille, on va dire. J'étais à 6 heures par jour, 5-6 heures par jour sur les 3 premiers mois. Et c'est vrai que les dernières semaines, je suis parti en révision. Pour moi, c'est très très important de pas faire ces révisions seul. Enfin après, ça encore une fois, ça va dépendre de chacun. Il y en a qui sont bien mieux seuls. Mais moi, je sais que pour moi, c'était une force. Heureusement que j'avais un de mes, on va dire, meilleurs potes qui était dans la même situation que moi. Et c'est vrai qu'à nous deux, on parlait beaucoup, on relativisait énormément. Je pense que relativiser, c'est un mot qui décrit toute mon année. Et on est parti ensemble dans un autre lieu, ce qui fait extrêmement, extrêmement de bien. Parce que changer de cadre, ne plus être chez soi, pas voir la famille tous les jours, c'est des choses ça fait du bien, mais ça déconcentre beaucoup. Donc on est parti pendant 3 semaines, et là, ces 3 semaines, j'étais totalement dans une autre mentalité, enfin dans un autre état d'esprit. Je voulais tout donner. C'était 3 semaines où je savais que c'était les 3 dernières. Je savais que mentalement, je les tiendrais, que physiquement, ça irait aussi. Et là, il y avait pas de limite. Il y avait pas de limite, entre guillemets, puisqu'on s'arrêtait quand même à 9 heures de travail par jour. Mais voilà, on se donnait à fond.
Et voilà, c'était 4 heures de maths le matin, 2 heures de langue pour faire une pause, enfin 1 heure de langue, 2 heures d'histoire, après on reprenait de la philo. Mais c'était très cadré et on changeait jamais. C'est-à-dire que on est parti à la montagne, on faisait 6 jours sur 7 du travail, donc on faisait 8 heures, 17 heures. Et par contre, ce qui est très important, c'est quand on disait stop, c'était stop. On arrêtait de parler, on se faisait pas réciter à 19 heures pendant qu'on mangeait, c'était impossible. On s'arrêtait et on se détendait. Il faut pas avoir peur de se dire, on est en révision, on révise nos concours, donc on peut pas se permettre de prendre un apéritif. Alors je dis pas de se mettre une énorme caisse à 18 heures, hein. Mais il faut oser, il faut se dire, ok, ben je peux prendre une bière, prendre un apéritif tranquillement. Et voilà, c'est ce bon temps qui fait qu'on est encore meilleur le lendemain. Donc nous, ça nous était très important. Et moi, je savais que j'avais besoin de ça. Donc à 17 heures, tous les soirs, c'était fini. Et le dimanche, tous les dimanches, on partait en randonnée toute la journée. Ou pareil, on ne parlait de rien. On prenait juste un bol d'air, on vidait l'esprit. Et c'est vrai qu'on arrivait le dimanche soir et on se disait, bah demain, on a encore plus envie de tout apprendre et tout arracher. Donc moi, c'était plutôt ça mon état d'esprit pendant les révisions. Je pense que là-dessus, à mon avis, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est super, c'est vraiment super cool. J'aimerais bien que vous parliez un tout petit peu de la manière dont vous avez composé devant vos copies. Vous avez parlé de mettre de la vie un peu dans les copies, notamment de philo, de tout ça, et que finalement, dans le cadre d'un concours où on sait très bien que ça va se jouer à des dixièmes de points, à des dizaines de places, ça peut faire la différence. Alors, si vous avez un couplet là-dessus, je suis très preneur. Alors, alors pour la philo, c'est vrai que vu que c'est là où je m'en suis plutôt bien sorti, j'avais compris qu'en fait, c'est simple, on a dû voir dans l'année, je pense, une grosse quinzaine, peut-être une petite vingtaine d'auteurs. Et moi, je suis parti au concours en connaissant par cœur, mais c'était un choix que j'avais fait dès le début, au vu de mes notes, 12 ou 13. Mais c'est 12 ou 13 où je savais exactement ce qu'ils disaient, où j'étais capable de ressortir exactement leur thèse ou des citations, des analyses qui étaient poussées à chaque fois, et des exemples bien précis. Et je savais qu'avec ces 12, en fait, puisque la philo, c'est assez particulier et on peut s'en sortir avec les 12 mêmes auteurs, c'est la manière dont on va tourner les choses qui vont faire qu'on colle ou pas au sujet. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, on s'en sort avec très peu de choses. Et en philosophie, il me semble que ce que j'avais dit, la tournure des phrases et puis la manière de s'exprimer, c'est très très important. Et je suis convaincu aujourd'hui qu'un gars qui connaît à 70-80% son cours peut être meilleur que quelqu'un qui connaît tout, juste dans la bonne utilisation de ses connaissances. Et c'est quelque chose qui peut pas du tout se faire en maths, par exemple. Mais en histoire, ça peut se ressentir, par exemple. C'est la manière d'amener les choses, une analyse logique qui part pas dans tous les sens, tout ça c'est très important. Et c'est là où moi, encore une fois, je parlerai d'une deuxième intelligence dans la manière de composer et pas non seulement dans la manière de réciter ses connaissances. Et les deux, c'est encore une fois, c'est un équilibre à trouver, c'est très très important. Et c'est ce que moi j'ai essayé de faire ressentir à travers mes copies, et en philo ça a été remarqué. Nickel, parfait, c'est excellent. Bah du coup, alors si ça peut être marrant ça. Est-ce que vous vous souvenez du jour, ou des jours des admissibilités où vous avez vos résultats qui tombent là? Alors c'est compliqué parce que quand on sort des concours, moi j'avais déjà le sentiment de partir sans regret, comme je l'ai répété, c'était le plus important. Mais quand il y a un mois qui se déroule, en fait tout devient flou et on arrive la veille et on se dit en fait on se rappelle limite plus de ce qu'on a fait. On se dit en fait tout peut arriver. Mais je me répétais sans cesse que dans tous les cas, que j'ai une école ou pas, je savais qu'on avait passé écrit com et que j'espérais quand même quelque chose. Et je me répétais tout le temps que j'étais allé au bout et que c'était l'essentiel et que maintenant, quoi qu'il advienne, je choisirais l'école que j'aurais. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce petit espoir où on se dit éventuellement pourquoi pas sur la bonne étoile du concours aller décrocher le top 5. Et moi, je me rappelle de quand les résultats sont tombés, c'est vrai que je sais plus quelle école est sortie d'abord. Bon, le top 3, j'avais mis une croix dessus, j'étais pas du tout surpris. Le top 5, je m'y attendais, mais c'est toujours une petite déception, forcément, quand on voit qu'on l'a pas. Et alors, je sais plus Schema si j'ai vu en dernier, mais en tout cas, voilà, j'ai été admissible à Schema, et j'ai pas été admissible à GEM ni Audencia, mais voilà, j'ai vu que j'avais eu Schema et tout le reste. Donc Neoma, Kedge, Rennes, tout ça. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que je me disais, je veux le meilleur, donc au classement c'était Schema, et puis c'était une BCE, donc c'était pour moi, après avoir passé 2 ans à travailler, je me disais j'aimerais bien quand même décrocher quelque chose en BCE.
J'ai eu peut-être l'espace d'une demi-journée l'idée de cuber si jamais j'avais pas schéma, mais en fait je me suis rappelé tout ce que j'avais vécu et je me suis dit que de toute façon j'étais allé au bout et que si à un moment on n'y arrive pas, c'est pas très grave. Je me répétais sans cesse que l'école au niveau du classement c'est important parce qu'effectivement plus on a haut, meilleur le tremplin est, mais qu'à côté de ça j'ai toujours cette conviction que quelqu'un qui se sert encore une fois intelligemment de son école et qui en tire pleinement de profit va être meilleur que celui qui finit dans le top 3 et qui va pas se mettre dans toutes les assos, va pas mener des projets, etc. Donc au final, je me disais qu'on avait été pendant longtemps la tête dans le guidon en prépa et on voit que ce qui se passe sur le papier et on n'arrive pas à voir ce qui se passe dans la vie concrètement. Et sortir la tête du guidon à ce moment-là, c'est ça qui moi m'a aidé, où je me suis dit finalement j'aurai ce que j'aurai et puis j'y vais, je réfléchis pas. Je regrette aucunement la prépa, mais j'y remettrai pas les pieds. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai eu les admissibilités et finalement schéma, je suis passé. Alors que j'y croyais pas, j'étais assez loin, mais sans les euros, c'était un petit peu compliqué et on pouvait faire aucun pronostic. Donc voilà, les sports étaient permis jusqu'au bout. J'ai eu schéma et au final, j'étais extrêmement heureux, quoi. Qu'est-ce que vous diriez à un petit Hugo de 18 ans qui vient de finir sa terminale? Donc imaginez un clone de vous, là, il y a un mec là aujourd'hui, il sort de votre lycée, il est dans les 3 premiers, il a jamais tellement forcé, il a eu la chance d'être accepté au Chartreux, et il s'apprête à faire 2 ans. Est-ce que vous lui dites quelque chose? Alors honnêtement, je lui dirais la première chose parce qu'en plus j'ai été admisseur à Schema là, du coup j'ai accueilli tous ceux qui avaient réussi les écrits et qui passaient les oraux. Donc j'ai énormément parlé de tout ça. J'ai énormément été en contact avec les parcours parallèles, ce qu'on appelle les BCE et on a les AST. Et c'est vrai que maintenant que je suis au courant de tout ce qui se passe, la première chose que je dirais c'est sois au courant de tout ce que tu peux faire pour arriver au même but. Et une fois que tu sais tout ça, pose-toi, prends une feuille, fais une démonstration et regarde si ça te plaît, si tu comprends ou pas. Et essaye, sois sûr parce que ça dépend s'il veut faire ECE ou ECS, mais s'il part comme moi pour une ECS, vraiment les maths, on se rend pas compte à quel point c'est important. Et parce qu'après le reste reste assez général, on va dire. Mais les maths c'est quand même très dur et je lui dirais sois sûr que tu peux, même qu'il parte sans lacune du lycée, quoi. C'est le plus important. Et sinon, le rassurer en lui disant que maintenant, avec du recul, moi, j'ai vu des gens passer par d'autres diplômes et qui, au final, arrivent au même endroit, voire plus haut. Et que du coup, la prépa, ne pas faire une prépa, c'est pas une barrière, quoi. Ça peut être largement et facilement contourné, d'ailleurs. Alors, c'est très intéressant parce que je pourrais rebondir là-dessus. Vous parlez de savoir toutes les voies qui peuvent aboutir au même but. Donc là, on orienterait les gens vers des conseillers d'orientation ou, enfin, au moins, effectivement, essayer de se renseigner en se disant quelles sont toutes les possibilités et choisir après en toute connaissance de cause. Et après, faire une démonstration, ça pourrait être éventuellement, je pourrais renvoyer les gens vers les vidéos de ma chaîne. Maintenant, il y en a suffisamment pour voir à peu près ce que c'est, entre guillemets, les vraies maths, parce que je fais pas de bachotage typiquement, donc c'est vrai que ça peut donner quand même une très bonne idée, en tout cas dans les lycées qui préparent pas à ça. Mais alors, une question qui vient avec votre réaction là, c'est finalement, mais vous l'avez quand même fait, c'est-à-dire que vous avez quand même fait prépa malgré ça. Je sais pas comment vous poser la question, mais comment dire? Quel intérêt vous voyez à faire une prépa à quelqu'un comme vous? Parce que je reste persuadé que même si vous étiez atterri au même endroit, c'est-à-dire à Schema, le chemin que vous avez fait pour atteindre Schema vous aura apporté des choses que la filière parallèle peut-être plus simple ne vous aura pas apporté. C'est ça. Et ça, j'en suis convaincu parce que pour moi, la prépa, en plus du niveau intellectuel, ça m'a apporté un mode de fonctionnement. Et je pense que c'est quelque chose que je garderai toujours, c'est-à-dire l'organisation. Moi aujourd'hui je sais que après un an de prépa où j'étais dernier sans lâcher et que finalement je m'en sors, je pense que finalement on va être confronté à ça tout le temps dans la vie sous différentes formes. Ce sera pas que scolairement, mais voilà, ça forge un mental et pour ça moi j'ai aucun regret sur ma prépa, hein. Je sais qu'aujourd'hui peut-être que avec du recul j'aurais peut-être fait des concours passerelles ou alors je serais allé en ECE. Mais pour autant, j'ai aucun regret sur ma prépa et je sais que ça m'a été très très utile, hein. Parce que c'est aussi repousser ses limites et enfin ça reste une expérience unique. Moi, on pourrait penser que ma prépa je l'ai mal vécue en étant dernier et pour autant en fait, j'ai envie de dire tant que on arrive à garder le mental et un état d'esprit positif,
Et qu'on est bien entouré, parce que tout seul, c'est facile à dire, mais j'aurais été seul, j'y serais pas forcément arrivé. J'ai eu les bonnes personnes au bon moment, mais c'est toujours comme ça. Eh ben, j'ai vécu une expérience qui était incroyable. Enfin, moi, je retiens ça comme une expérience incroyable. Voilà qui termine cette discussion que j'ai eue avec Hugo. Si elle t'a été utile, ou bien si tu as dans ton entourage des personnes à qui elle pourrait l'être, eh bien je t'invite à la partager avec elle, tout simplement. En espérant qu'elle t'ait plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine. On associe beaucoup le BDE aux fêtes, c'est vrai, mais ce qu'on voit pas, c'est l'organisation derrière. Quand je vous disais, là, je m'occupe d'un Way. Enfin, le Way, c'est le week-end d'intégration pour 900 personnes. Ça fait 8 mois que je suis dessus. Il faut gérer les transporteurs, les tours opérateurs, le devis pour les goodies, l'organisation sur place, l'artiste. C'est un truc de fou. Là, je suis en train de faire les plannings pour les 30 personnes du BDE. Je suis un peu plus là, mais c'est incroyable.